En fait, je me dis toujours qu'il faut mieux limite une mauvaise expérience que des regrets, tu vois. Même si une expérience est pas ouf, tu dis bon bah au moins j'aurais essayé, c'est pas dingue, mais c'est pas grave, tu vois. Donc c'est vrai que aujourd'hui t'as une grosse partie du marché de community manager qui savent s'en servir parce qu'ils s'en servent en perso, mais c'est pas parce que tu sais publier et modérer que tu sais faire une stratégie où tu vas faire grossir le compte et tu vas ramener du business à ton client. Et après, tu vois, tu as les métriques, tu vois que ce sont là. Greyman original, il a été joué 110 millions de fois, il a eu 10,8 millions de likes, commande 28 900 et en gros engagement rate il est à 9,8%, ce qui est un taux d'engagement important. En fait, pour plaire à tout le monde, bah faut ressembler un peu à personne, je trouve. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, il faut se montrer, que ce soit en B2C ou en B2B, parce que même par rapport aux algos, et les gens vont s'attacher beaucoup plus à une personne et à un visage, quoi. Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont 1000 vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Ah ouais, t'es reparti? Ouais, là, je suis au Maroc. Ça se voit pas à mon bronzage. Ah, c'est vrai que c'est vrai. Avec la petite lampe, j'aurais pu m'en douter. Ouais. Non, je suis à Tarazout avec d'autres entrepreneurs. On s'est fait un co-living. Donc voilà, on est parti une semaine. Donc je rentre dimanche là. Trop bien. Ouais. Toi t'es à Paris là. Et bah ouais, Paris avec ce beau temps de merde, comme on adore, la classique quoi. Et bah ouais, écoute, non mais en plus moi j'étais parti en Afrique à Djibouti. Il Oui, faisait c'était genre bien alors. 40 degrés. Ouais, c'était trop cool. Bah il faisait T'es 40 degrés. J'ai t'es allé pêché pêcher, pendant non? Ouais. ouais, j'ai pêché pendant une semaine. Du coup j'ai bien kiffé. Mais ouais, c'est vrai que je suis revenu, c'est changement de mood quoi, de salle, de ambiance. Deux salles, deux ambiances. Ouais. Tu comptes repartir là? Là, je vais repartir. Je repars où? Là, je vais à, là, je vais à côté de Besançon, voir pour l'anniversaire du père de ma meuf. Et après, je pars. On fait un offsite avec Emblème Ok. à Mykonos. Et j'ai aussi un mariage de mon associé de Groupe Mimo en Sicile. Voilà. Ça va, tu vas bien bouger là. C'est la Ouais, période carrément. d'été. Ça va être cool. Exactement. Ok. Bah, je t'ai expliqué un peu le format. Ouais. Je vais poster également la vidéo. Donc, Ok. elle sera sur YouTube. Je vais la mettre sur les plateformes de podcast. Je vais en parler dans ma newsletter et j'en ferai un post aussi LinkedIn. Donc là, t'auras Ok. la totale. Trop bien. Ok. Comment ça va? Bah écoute, ça va, hein. Ça va. C'est intense en ce moment, mais ça va. On Ouais, tient t'es le dans une coup. période, c'est le rush. Bah ouais, parce qu'on lance la franchise avec Groupe Mimo, donc il y a pas mal de taf. On a fini la levée avec Emblème, donc là on est en train d'ouvrir Londres. Donc ouais, il y a pas mal de sujets en ce moment, mais c'est cool, c'est intéressant. Puis c'est la première fois que je lance une boîte à l'étranger, donc c'est un nouveau challenge. Challenge complètement nouveau. Ok. Et Ouais. pourquoi Londres? Bah parce que Londres, c'est un plus gros marché que Paris en termes de d'influence et de nombre de restaurants. C'est un marché assez dense, et d'un point de vue, on va dire pratique, ça reste que en gros à 2 heures, 2 heures et demie de Paris. Donc c'est s'offrir un nouveau marché assez proche et puis c'est notre premier essai, on va dire hors France pour développer l'Europe. Ok. Donc en gros entre la taille du marché, la proximité et la facilité de développement, on a été là-bas. On a aussi développé la Belgique. On a commencé à développer la Belgique, mais voilà, Londres, c'est en gros le premier vraiment pays étranger sur lequel on va avoir du coup une culture qui est différente de la nôtre et même des Belges qui sont quand même assez similaires aux Français. Ouais. Et donc voilà, on va voir Mais ce que ça donne. marché beaucoup plus petit en Belgique. Ouais, complètement. Bah les Belges, on a été parce qu'on avait déjà des clients qui avaient des chaînes qui étaient implantées là-bas, et du coup on a Bruxelles là. Mais oui, ça reste, on va dire que Bruxelles, ça reste la taille d'une ville France, tu vois. On développe Lyon, tu vois, Hmm. ça veut pas la même taille.
Donc, on ne considère pas vraiment comme un nouveau pays étranger. Donc, Londres, c'est vraiment la première essai vraiment où on va vers une autre culture et vraiment un nouveau pays, quoi. Ok, donc ouais, implantation à Londres. Bon, en vrai, là, on est rentré directement dans le vif du sujet, mais posons un peu de contexte parce que tu nous parles d'emblème. Les gens te connaissent peut-être pas, ne savent pas ce que tu fais. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, complètement. Du coup, moi, c'est Edouard Ossegui. Ça fait du coup maintenant 7 ans que je fais de l'entrepreneuriat. À la base, j'étais ingénieur en finance, donc j'ai fait maths P, j'ai fait une école d'ingé. J'ai fait 3 4 ans dans la finance pour un asset manager américain. Et en gros, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2015, 2015-2016. Donc du coup, ma première boîte, c'était Emblem. C'était une plateforme qui, à l'époque, du coup, permettait aux restaurants, aux hôtels et à tout professionnel du service de recevoir des influenceurs qui, en échange d'un service, d'une expérience, comme un dîner par exemple pour deux offert, postaient sur leurs réseaux sociaux. Ok. Donc c'était vraiment au début de toute la blogosphère, de toute l'influence, et à l'époque il y avait beaucoup de plateformes et de marketplaces qui se montaient pour mettre en lien les marques et les influenceurs, et il y avait aucune plateforme qui se mettait en lien entre les boîtes de services, donc tout ce qui est hospitalité, industrie, etc., avec les influenceurs. Donc c'est par là que j'ai commencé. Ensuite, j'ai vu que j'envoyais beaucoup de trafic sur des pages Insta qui n'étaient pas vraiment bien entretenues parce que les clients n'avaient pas le temps, pas les skills, pas l'envie de le faire. Mhm. Et du coup, on a commencé à vendre un package à la fois avec l'application influenceur qui leur permettait de recevoir des influenceurs toutes les semaines pour avoir plus de visibilité, et également avoir le pack community management. Donc, on gérait, on développait leurs réseaux sociaux. Donc, on allait prendre les photos, on les postait, on répondait aux commentaires, etc., etc. Et du coup, en fait, on a du coup grandi. Parce qu'en 2000, entre 2015, 2016 et 2019, j'étais tout seul, où j'avais un ou deux stagiaires avec moi. Et ensuite, en 2019, j'ai accéléré la boîte. Donc, on est passé de 4 personnes en janvier 2019 à 40 à la fin de l'année en bootstrappant. Ok. Et Ah ouais, énorme. ouais. Et du coup, on a bien accéléré comme ça. C'était à l'époque de Tiller System et de toutes ces boîtes là qui étaient vraiment on va dire bullish sur la vente et la manière de, on va dire, de marketer la boîte et de vendre, qui était plus un modèle un peu américain. Et et du coup, j'étais sur le même modèle en gros de call call, aller voir les commerçants et leur vendre à fond la solution. Donc on est très vite devenu leader sur le marché du community management dans la partie food, restauration, hospitality, etc. Mhm. Euh, et en gros, on a fait ça de 2019 à 2021. Et en gros, en 2021, on a décidé de séparer l'application de l'agence. Parce qu'en gros, moi, je suis parti du principe que, en fait, l'application pouvait très bien se vendre toute seule comme un SaaS et qu'elle avait un gros potentiel de développement parce que ça restait un produit scalable par rapport à l'agence qui reste on va dire un business très people. Donc, on a décidé en 2021 de faire un pré-seed de 400 000 euros avec des BA qui étaient soit du réseau, soit des clients. Et donc, du coup, ça nous a permis de créer une équipe, Mhm. de, d'employer un CTO et de créer vraiment une équipe indépendante et de développer le produit indépendamment de l'agence. Du coup, l'agence, on a gardé le nom emblème sur l'application et l'agence est devenue Barracuda. Et du coup, l'agence, on s'est plus recentré sur des gros clients, les instituts, etc. Et on est sorti un peu du modèle petit resto indépendant. On a encore pas mal de restos, mais c'est plutôt des chaînes ou des gros groupes. Mhm. Euh, et le reste, ça va être des clients de tout type. Ça peut être la MAF, ça peut être Klarna, c'est vraiment Ah des oui, clients de rien à tout voir horizon. avec la food. Ok. Ouais. Donc on s'est pas mal élargi, on a commencé à faire aussi des appels d'offres, donc à monter un peu au créneau des grandes agences, etc. Et on en a gagné pas mal. Donc on continue à se développer tranquillement. Et du coup, ouais, l'application du coup Emblème, on a fait un pré-seed en 2021. Et là, on vient de finir un seed à hauteur de 2,5 millions pour pouvoir justement aller chercher les marchés européens. En gros, on est passé de 0 à 100 000 euros de MRR. Ah non, de 0 à... Là maintenant, ça fait... Ouais, on est passé de 0 à 100 000 euros de MRR en un an. En gros, de septembre 2021 à septembre 2022. Et là, on arrive à 200 000 euros de MRR à peu près en 7 mois.
Ok. Donc en gros, on a divisé presque par deux le temps qu'on a mis à faire le même MRR la première année. Et du coup, l'idée de lever, c'est de pouvoir développer encore plus le produit et ouvrir de nouveaux pays. Ok, alors t'as dit plein de choses. J'avais envie de Oui. rebondir sur plein de choses. Donc on va Vas-y. reprendre du début. Là au moins Ouais. on a toute la chronologie. Ciao. Déjà première question, toi de base t'étais dans le monde de la finance. Qu'est-ce qui Mhm. a fait que de finance t'es passé à entrepreneur? Bah, j'ai toujours voulu être entrepreneur parce que j'ai toujours eu cette espèce de fibre de j'ai une idée, j'ai envie de voir si elle fonctionne ou si je peux en faire quelque chose. Et ça a commencé tout bêtement par organiser. Je mixais beaucoup à l'époque, donc j'organisais des soirées entre Caen où là où je faisais ma prépa et les planches de Deauville, donc j'organisais des bus, des machins. Donc ça c'était on va dire mes premiers, non ma première expérience vraiment entrepreneuriat si je puis dire, c'était que je collectais je cherchais des balles de golf perdues sur les parcours de golf, parce que mon père est prof de golf, donc je passais mes étés sur les parcours de golf. Ok. Et du coup, je les lavais à l'eau de javel, du coup, je les revendais sur le parcours de golf. On va dire que ça, c'était mon premier projet entrepreneurial, c'était de chercher des balles perdues et les revendre. T'avais quel Euh, âge? je sais pas, j'avais 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Ok, ok, Et, ok, ok, j'aime bien. voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant Et, parce que j'ai vu, genre, je crois, il y a quelques mois, une start-up qui fait ça maintenant, qui cherche les balles et le back market ouais, de la balle de golf. tu vois, t'avais une bonne idée hein, dès le début. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah et ensuite ouais, quand je suis arrivé en prépa, j'adorais les voitures de collection, donc j'ai acheté c'était une Auto Bianchi à l'époque, une petite bagnole de rien du tout, avec mon pote qui était passionné de bagnole aussi. Et du coup, je me rappelle, j'avais acheté 200 euros la voiture et on l'avait revendu 400 euros. Enfin, je l'avais racheté ses parts et après je l'avais revendu 800 euros. Après, du coup, j'ai commencé à acheter des voitures, les bricoler, les revendre. Et et du coup j'ai fait ça. Après j'ai fait l'école d'ingé. Ouais, j'ai toujours voulu faire des projets et essayer des choses. J'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat, même à toute petite échelle. Et ouais, et dans la finance, c'était cool, mais je me voyais pas mettre des costumes tout le temps. Je me voyais pas évoluer dans ce monde qui est quand même très encadré où il y a peu de place à la liberté d'expression ou la liberté de faire ce que tu veux et de dire bah tiens je vais faire ça, je vais le tester. Là c'est quand même très encadré Et et je me pourquoi voyais pas évoluer dans. pourquoi t'es parti dans la finance du coup? Parce que bah tu sais quand t'as des parents, moi, mes parents ils viennent d'un milieu très modeste et tu te dis que bah tu fais maths sup et tu travailles dans la finance, c'est un peu la voie on va dire entre guillemets royale de dire je Rêver, ouais. travaille dans la finance, tu vois. Et du coup j'ai fait ça parce qu'il fallait le faire, mais pas parce que c'était vraiment moi. Et puis je pense que ça reste assez jeune quand on demande aux jeunes à 22, 23 ans, 24 ans de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ça reste, selon ce que tu as vécu ou pas, ça reste des moments qui sont, je trouve, un peu early pour savoir vraiment ce que quitter et ce que tu as envie. Et du coup, moi, j'avais suivi la voie, on va dire, qu'il fallait suivre pour pas prendre de risques. Mais je me suis vite aperçu au bout de 3-4 ans que je voulais pas être comme ça. Et je voulais pas être comme Ok. ça, bien que j'adore mon manager, qui est d'ailleurs, mon ancien manager qui a d'ailleurs investi chez Emblem. Euh, mais tu vois, lui, il a une cinquantaine d'années. Et en fait, on parle souvent des héros, mais pas assez des anti-héros. Et lui, il a été un peu mon anti-héros de savoir que bah à 50 ans, je veux pas être sous le couvert de d'un manager qui me stresse et qui met la rate au courbouillon. Je voulais pas du tout être dans ce genre de situation où je me dis que seule personne qui a le droit de m'engueuler à 50 ans, c'est ma femme ou mes gamins, tu vois. Mais, Ouais. euh, mais je voulais pas être dans cet rapport de force où je me dis, mais en fait, à cet âge-là, j'ai envie de faire un peu ce que je veux d'un point de vue professionnel et d'aller là où j'ai envie d'aller. Et c'est pour ça que je me suis rapidement dit, déjà que j'avais un attrait pour l'entrepreneuriat, de me dire, bah voilà, ça conforte mon idée que j'ai envie de bosser pour moi-même, de créer des écosystèmes et voir ce que j'imagine, ça fonctionne et ça peut prendre vie. Ok. Et du coup, tu t'es orienté vers quoi dès le début? Et du coup, bah en fait, c'est vers la plateforme où je me suis dit, bah c'est là où j'ai commencé Emblem. J'ai toujours eu ce truc où j'ai toujours détesté
voir des restaurants vides. Je sais pas pourquoi, et parfois il y a des trucs qui te rendent triste dans la vie, ça peut être des détails, tu vois. Et moi, j'ai toujours été assez triste de voir des restaurants vides et de voir des restaurateurs accoudés à leur bar et à attendre des clients, sans que la salle se remplisse. Et c'était un petit restaurant d'ailleurs, un petit restaurant japonais, côté du premier appart que j'ai eu à Paris, qui était souvent vide, et c'est lui qui m'a donné envie de monter, Emblème. Et en fait, j'ai regardé et je me suis dit, mais il y a quoi sur le marché pour permettre aux restaurateurs d'avoir plus de monde dans leur restaurant? Euh, et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait que vraiment des agences de presse qui coûtaient 2, 3, 4, 5 000 euros par mois. Et malheureusement, bah, c'était trop élevé pour un restaurant indépendant. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, les marques au final, je voyais les restaurants, les blogueurs aller dans les restaurants, le faire gratuitement pour les gens, sans vraiment que ce soit, il y a une vraie plateforme qui puisse leur permettre de voir chez qui ils peuvent aller gratuitement. Et je me suis dit, bah tiens, autant les restaurateurs et autant les influenceurs et les créateurs de contenu vont en avoir besoin. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et en gros, j'ai créé une plateforme WordPress vraiment toute nulle, juste pour déjà avoir la liste des restaurateurs, des clients qui étaient ok d'accepter des influenceurs. Ok. Du coup, bah les influenceurs faisaient une demande de réservation. Moi, je recevais un mail, j'envoyais un message au restaurateur. Bon, je faisais tout à la mano au début, je faisais centrale de Forcément. réservation. J'étais devenu vraiment le concierge des influenceurs à un moment donné. Sympa. Et attends, Ouais. comment tu faisais pour démarcher à la fois les influenceurs et les restaurateurs? Bah, les influenceurs, au début, je suis allé les rencontrer en leur disant, bah, j'en ai rencontré pas mal, vraiment des très gentils. Bah, c'était le début de Nolita, j'ai rencontré Love of Artist, Victoria, il y avait Megan VLT, enfin voilà, c'est tous les gens qui sont un peu connus maintenant, même très connus, qui étaient plus petits à l'époque avec qui on s'est bien entendu et qui ont kiffé le concept. Et, et ça a commencé comme ça. Donc du coup, au début, j'allais voir les influenceurs. Et puis après, ça a très vite pris parce que comme les influenceurs aimaient la plateforme, bah eux, ils se connaissent tous, ils traînent tout le temps ensemble, donc ils ont très vite fait passer le mot. Et les restaurateurs, bah j'allais avec ma petite presse dans la rue faire du porte-à-porte quoi, à l'ancienne. Ok. Mais au Pas final, très scalable. ouais, exactement. Mais voilà, au début, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir les premiers clients et je faisais mes reportings sur mon premier client d'ailleurs c'était Foodora, c'était même pas un restaurateur dans la rue, c'était Foodora, du coup bah feu Foodora parce que ça du coup ça a disparu mais ouais en gros c'était mon premier client. Mais après voilà, c'était vraiment des petits clients des petits restaurateurs indépendants et tout et qui bah du coup qui Et c'était quoi le business model? Comment tu te rémunérais, toi? genre bah ils payaient 500 euros par mois et ils recevaient les influenceurs régulièrement dans les restaurants. Ok, à base de combien d'influenceurs par mois? Ça dépend, il y en a qui recevaient 15, 20, 30, 40, ça dépendait des restaurants. Mais ouais, ils recevaient des beaux profils, tu vois. Bah, typiquement, Gemini, le directeur de Gemini, qui était un restaurant italien en bas de chez moi, bah, en gros, le directeur est devenu mon associé sur le groupe Mimo. Bah, typiquement, ce restaurant-là, vu que j'étais au-dessus, je voyais vraiment l'influence. Au début, il y avait vraiment personne. Ils allaient limite Hmm. fermer. Et au bout de 2, 3 mois, ils ont vraiment eu, énormément de monde. Donc c'est là que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire à plus grande échelle. Mais ouais, au début c'était très à la mano. Et après, du coup, quand j'ai lancé le community management, j'ai appris à faire des photos et du coup, je m'occupais bah, de la compta, du sales, du community management. Bah, tu t'occupes de tout quoi. Ouais. Et à ce moment-là, t'étais tout seul sur le projet? Ouais, ouais, j'étais tout seul sur le projet. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de me rejoindre et au final qui ont abandonné l'idée de bosser avec moi ou de continuer. Pourquoi? Euh, Parce qu'ils avaient un manque de vision peut-être où je savais pas assez vendre la vision, hein, pour le voir dans les deux sens. Mais ouais, après ils croyaient peu à ce que je voulais faire et, euh, et du coup ils ont décroché assez rapidement. Il n'y en a pas eu Ok. beaucoup, tu vois, il y avait peut-être 2, 3 personnes qui auraient pu embarquer, qui auraient pu avoir des parts avec moi et on aurait pu être associés. Mais mais ouais, ils ont pas senti le truc plus que ça et voilà. Donc j'ai continué tout Et seul et après j'ai commencé en janvier 2019 à dire vas-y, je vais monter une équipe.
Ok. Et toi, t'as jamais bossé en restauration? Non. Ah si, enfin, j'ai fait du service, quoi, mais genre, j'ai fait du service, comme mes grand-mère avait une crêperie à Romans, si tu veux, Ah, c'est pas une grosse expérience dans la restauration, on va dire. bon, ok, J'avais mais t'as quand 16 même ans. eu, t'as quand même eu une petite expérience. Quand même, ouais, parce Oui, que c'est petite marrant de se expérience. dire que tu vois, t'as quand même monté une boîte autour de la food Ouais. et tu vois, t'as la partie, en fait, toi, t'as la vision très digitale. Hum. En revanche, c'est vrai que tu vois le besoin primaire d'un restaurant, c'est le service, c'est la nourriture, etc. Donc c'est pour ça c'est marrant de voir que t'as quand même une mini expérience. C'est peut-être Ouais, ouais, elle qui t'a carrément. donné envie d'aller dans ce C'est ça. sens. C'est vrai que je me destinais pas du tout pour aller dans la resto, mais bah, maintenant je suis à fond dedans, quoi. Je suis que dans les trois boîtes sont quand même bien imprimées dans la food. Mais alors que je me destinais pas du tout pour ça. Au final, Mm, c'est ça que je kiffe. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est compliqué de savoir ce que tu veux à 23 ans. Il y a des gens qui sont persuadés de ce bien qu'ils veulent sûr. faire et ils le font à 15 ans. Mais moi de base à 15 ans, je voulais être pilote de chasse, tu vois. Donc rien à C'était ça voir avec ton ce que rêve je de fais gosse? aujourd'hui. Ouais, exactement. Mais je pouvais pas avec mes yeux, avec ma j'étais hyper métrope. Ouais, physiquement, je pouvais pas faire pilote de chasse. Voilà. Ok. Bon, Donc t'as trouvé une autre voie bon, qui te c'est convient dans une aussi. autre vie. Ah bah oui, Voilà. totalement. Totalement. Mais je pense que je pense que le métier, ton métier, tu le trouves soit par vraiment passion tu vois, t'aimes un truc, tu veux le faire, genre t'aimes la Mm. cuisine, t'aimes la food, tu vas devenir chef, euh, ou si t'as pas de passion, t'as pas de choses qui te transcendent, plutôt par personnalité, tu vois. À Mm. savoir que si t'es quelqu'un qui aime pas le cadre, etc., et qui est très créatif, et bah peut-être tu es fait pour l'entrepreneuriat. Si t'es quelqu'un qui est très rigoureux, qui aime pas le risque, bah tu vas peut-être plutôt être fait pour être salarié dans une grosse boîte. Tu vois, je pense que quand t'as pas de passion, que t'as pas une révélation en termes de domaine dans lequel tu veux travailler, faut s'écouter pas mal sur la personnalité que t'as et dans quel type d'écosystème tu vas fitter et qui va te rendre heureux, quoi. Est-ce que tu penses que avoir une passion, c'est nécessaire? Bah, moi bah, dans la vie, ouais, je pense, parce que que ce soit au niveau pro ou perso, t'as besoin d'avoir ton jardin secret ou quelque chose qui te permet de déconnecter à un moment donné. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est la pêche. Ouais. Donc dès que je n'arrive pas, je vais pêcher. Mais je pense que c'est important. Enfin, moi, j'ai toujours traîné, j'ai toujours, même mes relations amoureuses, j'ai toujours été avec des gens qui avaient des passions, tu vois. Parce que j'ai toujours trouvé ça plus cool, les gens qui ont des passions, que les gens qui aiment pas grand-chose et qui savent pas vraiment ce qu'ils aiment. Euh, Après, parfois, ça vient avec le temps de savoir ce que t'aimes ou de trouver une passion, tu vois. Tu peux commencer la peinture à 40 ou 50 ans. Mais après, je pense que justement, c'est pas obligé d'avoir une passion parce que moi, au début, la foot, c'était pas une passion plus que ça, mais Mm. c'était moi, j'ai plutôt fait ce que j'ai fait par rapport à ma personnalité et à mes envies plus que par passion de dire, ah, j'adore la foot, j'y vais. J'ai appris du coup à aimer et à force d'y être, à savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. Mais au-delà de ça, je pense que je suis allé plus dans cette voie-là par rapport à ma personnalité que par rapport à une vraie passion. Et, euh, et du coup, je pense que non, c'est clairement pas indispensable d'avoir. Enfin, voilà, tu dois pas forcément avoir une passion pour te lancer dans un projet. Ok. C'est pas ça. Toi, Après, il y a plein de gens qui. tu parles de ta passion, donc qui est la pêche. Cette passion, tu l'as depuis toujours. Est-ce qu'elle s'est manifestée à un moment clé de ta vie? Oh, non, j'ai toujours eu. En vrai, j'ai toujours. Bah depuis, en fait, mon grand-père m'a appris à pêcher. D'ailleurs, ça, c'est en gros le rocher en Bretagne où c'est des coordonnées où mon grand-père m'a appris à pêcher. Mais non, Ouais. Ah, j'ai toujours eu une passion pour la mer, l'eau, les poissons. Comme j'ai grandi en ok. Normandie, près de la mer, j'ai toujours aimé et je passais mes vacances en Bretagne, à Quiberon. Du coup, j'ai toujours kiffé la pêche et les grands espaces. J'ai toujours adoré voir. Hein. C'est un peu compliqué à Paris. Mais j'ai toujours Tu adoré voir m'étonnes. loin devant moi. Mais ouais, non, la passion, enfin la pêche, c'est depuis que je suis tout petit. Mais après, il y a d'autres passions qui sont venues. Tu vois, par exemple, les bagnoles, enfin les vieilles voitures, etc. C'est venu
Surtout quand j'avais genre 16, 17 ans. Et, Mm. euh, et je me découvre d'autres passions aujourd'hui. Mais, euh, mais je pense que c'est pas obligatoire d'avoir des passions pour lancer des projets, mais je pense que c'est bien quand même dans la vie d'en avoir pour avoir un sas de décompression, avoir son jardin secret et même tu vois dans un couple, je trouve que c'est important d'avoir ça peut être ses amis, ça peut être aller voir des expos, ça peut être n'importe quoi, mais c'est important d'avoir ses Ces moments à petits moments. soi et même pour l'autre que la personne soit passionnée par quelque chose d'autre que juste l'autre personne, tu vois. Mm. Tu dis que tu découvres de nouvelles passions. Est-ce que c'est toi qui vas à la recherche de nouvelles passions? Tu vois, genre, est-ce que tu dis, vas-y, j'ai envie de tester de nouvelles choses, ou est-ce que vraiment ça vient, disons, un peu plus naturellement? Bah, soit ça peut venir par les autres, par mes amis qui me font découvrir de nouvelles des activités, etc. Soit parce que j'ai envie d'essayer des nouvelles choses et je vais essayer et je vais voir si ça me plaît avec le peu de temps que j'ai. Mais non, j'essaie toujours quand même de sortir un minimum de ma zone de confort pour voir si je peux découvrir des nouvelles choses. Et T'es influençable? oh oui, grave. Très. Ok. Tu me dis demain on part en Thaïlande, je dis bon vas-y ok quand enfin, j'ai pas de en fait je me dis toujours qu'il faut mieux limite une mauvaise expérience que des regrets, tu vois. Même si une expérience est pas ouf, tu dis bon bah au moins j'aurais essayé, c'est pas dingue mais c'est pas grave, tu vois. Ouais, t'en tires J'ai toujours des juste risqué learnings. de ouais c'est ça, j'ai juste risqué d'être heureux à un moment donné et c'est pas grave si ça n'a pas fonctionné au moins tu sais parfois c'est aussi bien de ça de tester, de voir que t'aimes pas et que du coup bah tu te diriges plus que vers ce que t'aimes en sachant ce que t'aimes pas. C'est pour ça que ça revient au truc des anti-héros de savoir qui tu veux pas être parfois pour savoir qui tu veux être. C'est vrai que c'est un bon point. J'avais jamais pensé à voir la chose comme ça. Et ok, j'avais une question. Elle vient de m'échapper. On parlait d'influence. Qui était influençable? Mince, j'ai perdu ma question. Qui était une bonne Non, question en t'inquiète. plus. Ah oui, c'est bon, je l'ai. C'est quoi la décision la plus folle que t'aies prise justement? Avoir un enfant. euh... C'est vrai que t'es euh... papa. Ouais. Bah, je suis papa et j'ai été papa genre au bout de 4 mois de relation. Donc, je pense que en vrai, c'est la relation la plus dingue que j'ai eue. Ok. Et c'était L'idée la plus volontaire? dingue. Décision. Bah, c'était pas voulu, mais c'était pas non plus pas voulu, quoi. Enfin, à un moment donné, tu le Ok. sais quand même que tu prends des risques. Mais, non, non, du coup, ça m'est même pas venu à l'idée qu'on ne garde pas. Mais ouais, c'était sûrement l'idée là. Enfin, je sais pas si on peut parler de folie, mais c'est l'idée, oui, c'est, on va dire, l'engagement le plus important que j'ai pris, rapidement, quoi. Ça t'a changé? Oui, ouais, clairement. Bah, même dans l'entrepreneuriat, je pense que déjà, ça te pose, parce que quand je mixais, que t'as la vie parisienne, etc., bah, tu fais beaucoup la fête, tu dors pas beaucoup, enfin, on connaît tous la musique, donc je pense qu'à un moment donné, bah, ça te freine aussi là-dedans, et du coup, ça te permet de te dire que, bah, maintenant, c'est bien de pédaler, sur place, mais qu'il va falloir avancer un minimum. Et je pense que ça te donne des raisons de plus de te lever le matin pour construire des choses et pour construire un avenir. Parce que maintenant, t'es pas tout seul. Donc Hmm. oui, non, en vrai, que ça soit en perso ou en pro, ça te change clairement la vie. Et pour moi, en positif. Mais ouais, il y a le avant-après quand même. Ok. Et par rapport, donc revenons sur la partie un peu plus pro, tu Mhm, lances Emblème et derrière tu dis vas-y, mhm. en fait je me rends compte que les restaurants que j'accompagne, leur communication elle est éclatée. En Ouais, gros. exactement, exactement. Et du coup, ouais, c'est là où je me suis dit, bah, il y a une opportunité, faut que j'y aille. Et je me suis dit, mais c'est un marché qui est énorme parce que bah, le marché de la restauration, il est quand même très important. On est le pays en Europe qui a le plus de restaurants. Donc c'est quand même un marché très important. Et je voyais vraiment le social media comme un levier business énorme. Et, euh, et je voyais personne encore vraiment s'y mettre à fond, euh, tant sur les boîtes qui proposaient du service de community management, tant
tant sur les restaurateurs en gros qui beaucoup de restaurants en avaient besoin et du coup j'ai commencé à faire des salons Phototel Tech etc. Et Mm. bon au début c'était un peu il y avait personne qui venait sur le stand parce que j'étais un peu un ovni de dire qu'il fallait absolument faire des réseaux sociaux quand on est en restaurant et au fil des années les gens venaient de plus en plus et les gens comprenaient que en fait le digital dans le service c'est très important et puis même hors service hein, les réseaux sociaux, j'ai une vraie conviction qu'aujourd'hui, tu sais te servir des réseaux sociaux, tu contrôles le monde, mais en vrai, Mm. les gens passent tellement de temps dessus et se font tellement l'opinion des choses de la vie dessus que tu peux faire tout ce que tu veux avec. Et d'ailleurs, il y a un super documentaire qui s'appelle The Great Hack sur Netflix, qui montre justement comment Trump, comment le Brexit, comment tous ces événements politiques sont servis des réseaux sociaux comme lieu de propagande pour pouvoir détourner les votes en leur faveur. Mm. Et ouais, donc du coup, j'allais au salon et de plus en plus il y avait d'intérêt et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vouloir accélérer parce qu'il y avait un marché et que personne voulait, tu vois, scaler vraiment une boîte de social media comme je voulais le Mm. faire sur le modèle un peu à la Tiller et un peu à l'américaine, quoi. Et toi, à ce moment-là, tu avais déjà des compétences en communication? Tu t'étais formé? Non, non, en gros, c'était vraiment du test and learn, c'est autodidacte, j'ai essayé. Après, il commençait à avoir pas mal d'outils aussi, comme les bots, follow and follow et tout, que tu connais très bien, avec Dynamics Bond, et que vous utilisez encore et qui marche très bien. Et en gros, il commençait quand même à avoir des outils et on commençait à se documenter. Enfin, je me documentais pas mal sur ce qui se faisait et comment tu pouvais faire grossir des comptes. Quel type de contenu fallait faire, etc., etc. Donc je me suis formé tout seul. Et après, les réseaux sociaux, c'est pas si compliqué que ça en fait. Enfin, les algorithmes sont compliqués, mais en fait, il faut comprendre on va dire l'intérêt des créateurs de ces plateformes-là. En fait, et à partir du moment où tu comprends l'intérêt de ces gens-là, tu sais quel comportement il faut avoir sur ces plateformes-là pour satisfaire ces créateurs-là. Et si tu les Mm. satisfais, te mettre en avant, quoi. Et donc, du coup, c'est toute l'histoire des algorithmes et de comment, en fait, performer, sur les réseaux, quelles sont les bonnes pratiques et comment ces algorithmes évoluent, tout ça. Parce que ça a énormément évolué. Enfin, typiquement, quand j'ai commencé, les réseaux sociaux, enfin, Instagram n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Et Ouais, si tu non. faisais la même chose qu'il y a 5 ans, aujourd'hui, ça ne marcherait plus du tout. Et si tu Ouais. faisais aujourd'hui, tu faisais il y a 5 ans ce que tu faisais aujourd'hui, ça ne marche pas non plus. Et donc du coup, ouais, j'ai appris tout seul et j'en apprends encore aujourd'hui parce que les algorithmes ils changent tout le temps. Donc tu vois, même il y a un an, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui avec les formats Mm. vidéo, avec tout ça. Donc les règles du jeu, elles changent tout le temps. Donc il faut simplement continuer à s'informer, continuer à se former et à tester et à voir si ça fonctionne pas, à retester de nouvelles choses. C'est un travail permanent, mais je pense que c'est un des boulots les plus durs de community management, c'est un des boulots les plus durs qu'il y a sur le marché en termes de skills. C'est-à-dire que c'est à la fois pas compliqué, c'est Mm. pas, si tu comprends l'équation, c'est pas compliqué, mais par contre, pour le faire, tout seul, c'est compliqué parce qu'il va falloir que tu Mm. saches faire de la créa, de l'acquisition, que tu comprennes les algos pour pouvoir poster, modérer et faire ça et tout ça correctement. Donc ça requiert quand même genre plusieurs métiers qui sont en plus des métiers qui sont pas, on va dire, ils demandent pas le même type de cerveau parce que tu vois que t'as quand même Mm. différents types de cerveaux. T'as les gens qui sont très créatifs, mais du coup les très créatifs, évidemment, ils vont avoir un peu un bureau bordélique, et puis ça va être plus brouillon dans la tête, donc c'est des gens qui vont être moins rigoureux. Alors que dans l'acquisition, ça va plus justement être de la rigueur, euh, des arbres de décision, et ça va plutôt être carré. Et en fait, les réseaux sociaux demandent à la fois d'être créatif et d'être rigoureux sur le côté technique et acquisition. Et c'est pour ça que nous, chez Barracuda, on a aussi fait des équipes qui sont chacune expertes dans leur milieu, et c'est ensemble qui justement vont savoir créer une stratégie qui fonctionne. Mais Mhm. community manager, le problème c'est que il y a le marché est très pollué, on va dire, de profils qui pensent que parce qu'ils ont 200 likes avec leurs potes sur Insta, ils sont community manager. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, on s'en sert en perso et on s'en sert tous. C'est pas comme si on faisait du webflow tous les jours et qu'on avait un site perso et qu'on se disait tiens, je vais faire des sites pour les autres. Là, Ouais. le problème du community manager, c'est un peu ça. C'est un peu j'ai un perso
qui marche plutôt pas mal. Du coup, je vais m'occuper des autres Insta. Donc c'est vrai que aujourd'hui, t'as une grosse partie du marché de community manager qui savent s'en servir, qui s'en servent en perso, mais c'est pas parce que tu sais publier et modérer que tu sais faire une stratégie où tu vas faire grossir le compte et tu vas ramener du business à ton client. Et c'est Comment ça tu le fais une problème bonne aujourd'hui. stratégie? Bah en gros la stratégie déjà il faut 80% de la conversion ça va être le contenu, donc il faut vraiment déjà avoir en termes de stratégie de contenu euh, par rapport à son domaine d'activité, avoir un contenu qui va faire que les gens vont rester sur les contenus longtemps, qui va faire qu'ils vont interagir, qui va faire qu'ils vont le partager. Euh, va falloir vraiment apporter quelque chose à la personne qui va regarder ton contenu. Donc en fait la stratégie de contenu elle va être extrêmement importante et je pense qu'il faut essayer de benchmarker un maximum de on va dire concurrents. Par exemple, je sais pas, t'as une pizzeria, va falloir que tu regardes ce qui se fait même partout dans le monde parce que l'algo il est le même que tu sois en France ou en Inde ou aux États-Unis. Voir ce qui se fait dans le domaine de la pizzeria, tu vois, Mm. savoir quel type de contenu performe. Donc tu peux aller par exemple sur TikTok, tu peux regarder dans la barre de recherche, tu tapes hashtag pizza, tu vas regarder les vidéos qui ont le plus performé sur les 7 derniers jours. Et tu regardes un peu comment les vidéos elles sont faites, quelle dynamique il y a, etc. Et en gros, en termes de contenu, il faut que tu benchmarks, faut que tu ailles voir les contenus qui fonctionnent sur ton thème et que tu t'en inspires. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, il y a très peu c'est très compliqué de créer une trend. Mm. Donc autant étudier et rester à l'air des trends qui performent bien pour pouvoir les répliquer sur ton concept et ta marque. Donc la stratégie de contenu, je pense qu'elle va être une grosse veille, être tout le temps à l'air de ce qui marche pas. Tu peux après faire des contenus aussi qui sont originaux et propres à toi, qui suivent pas des trends. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est ce que font les autres créateurs et ce qui fonctionne. Donc parfois, faut pas non plus trop s'embêter. L'idée, c'est Mhm. d'aller chercher de la visibilité. Et puis il y a tellement d'informations que les gens vont pas dire il a copié la trend de l'autre. Non, justement, ils vont Oui, regarder c'est la vrai. trend parce qu'ils connaissent la musique et que du coup, ils vont voir comment la trend fit par rapport à ta marque et qu'est-ce que tu vas faire sur la suite de la vidéo. Donc sur la stratégie de contenu, c'est beaucoup de benchmark, beaucoup de veille et de savoir ce qui fonctionne. Et après, le contenu, c'est aussi du test and learn. C'est-à-dire il faut publier souvent, il faut voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, itérer, améliorer. Si on voit qu'il y a un format qui marche, on peut peut-être faire le format en plusieurs fois différemment. Parfois, il y a une vidéo qui va très bien marcher, faut pas hésiter à la reposter genre 2 semaines après, parce que Mhm. elle va refonctionner. Si elle a fonctionné une fois, elle va refonctionner. Non, peut-être pas aussi bien, Donc mais tu vois, une vidéo qui va faire. Ouais, tu republies un contenu qui t'a déjà publié? ouais. Genre un contenu, tu vas faire 1 million, 2 semaines plus tard, tu vas le republier, il va faire peut-être 3 ou 400 000 sur une autre sphère de personnes. Du coup, c'est Ok. gratos, c'est autant le faire, quoi. Et puis comme les gens vont pas regarder le TikTok, tu le découvres par le. Il y a ça aussi, c'est que les gens, il y a encore des gens, des community managers un peu à l'ancienne qui pensent encore en feed. Mais en fait, c'est rare que tu découvres un profil via son feed. Tu découvres un profil via son contenu. Donc en fait, le plus important, c'est vraiment le contenu, c'est pas le feed. Et tu regardes par exemple nous sur Groupe Mimo, notre enseigne de restaurant, c'est pas le feed, il est pas beau en fait. Hmm. Mais on s'en fout parce que le contenu, lui, à chaque fois il est montré, lui, il fonctionne. Et c'est ça qui est Hmm. important. Et il y a encore trop de community managers qui veulent un peu faire un peu du placo et boucher les trous avec des contenus qui ils savent que ça Ouais. va pas très bien marcher, mais ils vont Mais faire un c'est peu esthétique. de ouais voilà, mon feed il est beau. Mais ça c'est vraiment une satisfaction de CM de 2002 quoi. Enfin ça marche plus aujourd'hui clairement de faire des Oui, jolis je suis feeds. d'accord. Et Mais bon j'ai deux questions. ouais. Première question, toi, ta veille, tu l'as fait sur différents réseaux sociaux Ouais, mais tu ou peux faire pas? sur Insta, tu peux faire sur Insta ou sur TikTok. Après, tu peux aller sur Shorts, mais généralement, ce qui est bien, c'est que comme les trois algos Insta, TikTok et YouTube, enfin Shorts, se copient, quand t'as un contenu qui marche, tu peux le publier partout. T'as de grandes chances que le contenu qui marche le mieux sur TikTok sera le contenu qui marchera le plus sur Insta et le plus sur Shorts. Hmm. Alors ça arrive que sur Insta, il y a des trucs qui marchent mieux que sur TikTok et vice versa, mais généralement, c'est quand même, tu vois des trends, quoi. Tu vois des trucs quand ça marche sur une plateforme, ça marche sur les autres.
Vous, avec Groupo Mimo, vous êtes présent sur YouTube aussi? Ouais, on refait des shorts. Ok. Bah, on est moins, on va dire, comment dire, assidu sur YouTube. Enfin, je regarde. Euh, mais ouais, on est quand même sur Shorts. Ouais. Ok. Et en vrai, ça coûte Et, rien, c'est juste du repost, donc oui, je conseille toujours aux complètement. gens de le faire. Et vous, par exemple, là, tu me dis que vous postez sur YouTube, vous postez sur TikTok, vous postez sur Instagram. Vous le faites pas à la mano, j'imagine. Si, on le fait à la mano. On Ah n'utilise oui? pas Ok. ouais, on n'utilise pas d'outils de suite et tout. Bah, j'aime Ok. pas trop ces outils-là parce que c'est quand même des outils qui sont plugués en API dans d'autres. Tu sais jamais la relation que Meta ou d'autres peuvent avoir avec ces boîtes-là. Donc le jour où ils ont envie de te les descendre, bah, ils vont te descendre tes contenus à toi pour que Hmm. les gens arrêtent d'utiliser l'outil. Et puis en termes de volume de publication, on poste pas non plus énormément. Je préfère poster en fait peu, mais avoir que des contenus qui marchent, que Ouais. comme tout à l'heure poster beaucoup juste pour combler les trous et du coup baisser ton trust score, qui est en gros ta note de confiance auprès de Ok, Meta ou des réseaux sociaux en oui. général. Faut mieux poster 6-7 fois par mois avec des contenus qui fonctionnent que poster 15 publications avec la moitié qui ne fonctionnent pas. Parce que du coup, bah Meta va se dire à chaque fois que lui il poste, normalement ça fonctionne, et là il va commencer à avoir Hmm. des publications qui ne fonctionnent pas. Donc du coup, il va commencer à se méfier un peu de ton profil. Et comment tu sais qu'un post, est-ce que tu arrives à savoir si un post va bien marcher d'avance? C'était vrai avant, ça l'est moins maintenant, parce que maintenant les publications peuvent mettre du temps à marcher. Tu vois, au début, je savais que, bah, même quand j'ai commencé Groupo Mimo, je postais beaucoup de photos. Je savais qu'en gros, dans les premières minutes, je savais si, on va dire 10-15 minutes, le post allait faire 3, 4 000, 5 000, 7 000, 8 000 likes. Donc je voyais tout de suite si ça prenait rapidement. Maintenant, ça a tendance à mettre plus de temps, tu vois. Typiquement Hmm. avec les Reels, vu que maintenant on est en full vidéo, bah ça arrive qu'au début ça commence timidement et à un moment donné ça décolle. Et ça arrive que même 2-3 semaines plus tard, bah ton truc il passe de 200 à 400 000 vues. Ouais, comme ça. Euh, Ok. ouais. Donc c'était plus vrai avant que ça l'est maintenant. Est-ce que tu as des espèces de tips, hacks que vous mettez en place justement pour faire du contenu de qualité et du contenu qui plaise à votre audience sur les réseaux? Bah après, je pense que c'est important dans les contenus de mettre quelqu'un en avant, tu vois, un personal branding. Au final, c'est cool. Que les gens s'attachent plus à des visages, Les humains. à des humains que à simplement une façon de monter des vidéos. Même si tu as des vidéos qui performent très bien sur les réseaux, parce que c'est du esthétique et puis ça, c'est du feel good content. Mais au-delà de ça, je pense que pour des marques et des anciennes, tu vois, typiquement nous c'est Pietro. Dès qu'il y a Pietro sur les vidéos, j'aime elle marche bien parce que justement, bah, il est italien, il est beau gosse et du coup, c'est un peu l'emblème de notre enseigne. Mhm. Donc je pense que c'est important de mettre en avant des gens. C'était quoi déjà ta question? Je me suis perdu dans mes trucs. Si tu avais des tips justement Ah sur oui. comment faire une publication qui fonctionne bien. Bah voilà, bah je pense ouais, essayer d'avoir quelqu'un qui incarne la marque. En vrai, ça c'est important. Après bah voilà, comme je disais tout à l'heure, faire un benchmark en fait, voir ce qui fonctionne. Et puis après bah il y a aussi donc voir ce qui fonctionne en termes de type de contenu, voir aussi le rythme, tu vois, le rythme des publications, savoir si c'est que t'es rapidement, si c'est que t'es plus long. Tu peux vraiment bah, après copier-coller des types de contenus qui ont fonctionné à la seconde près où tu montes vraiment la même vidéo mais Mhm. avec tes produits à toi, en utilisant la même musique. La musique c'est aussi important. T'as plein d'apps qui te permettent de savoir quelles sont les musiques qui sont en train de trend. Tu peux les trouver sur moi, elles C'est sont quoi l'application? bah, t'en as plein. Alors, attends. T'as VID Viral. VID Viral. Après, t'as Real Trends. Donc, c'est REEL Trends. Et, euh, et tu vois, en gros, ils vont te mettre, bah, Toutes les ils trends. vont te mettre toutes les trends, tous les en top 1, top 2, top 3, etc. Tu vois. Donc Et ça te ça permet de ça savoir, en prend toutes gros, les
C'est toutes les trends de tous les réseaux sociaux ou d'un réseau social en particulier? Non, c'est TikTok et Insta. Ok. Tu vois, ça Ok, te trop met bien. même en fait l'estimation du volume d'écoute qu'il va y avoir dans les prochains jours et prochaines semaines. Ok, c'est énorme. Ils utilisent Mm. l'intelligence artificielle pour faire ça. Bah ouais, je pense ils scrapent à fond. Et après, tu vois, t'as les métriques, tu vois que ce son-là, Grimman original, il a été joué 110 millions de fois, il a eu 10,8 millions de likes, command 28 900, et en gros, engagement rate, il est à 9,8%, ce qui est un taux d'engagement important. Donc tu vois, ça c'est un bon, Un en bon termes indicateur. de son, c'est un, ouais. Ok. Et Et voilà. ok. T'as Et d'autres après, applications un peu comme et ça après, qui ça te... va te dire aussi dans les pays dans lesquels ça traîne, tu vois. Là, typiquement, ça traîne dans pas mal de pays, mais pas en France. Tu vois. Ok. Et là, typiquement, par rapport à ce que Ouais. je viens de me montrer, par rapport à ce son-là, est-ce Mhm. que, étant donné que ça trend, mais pas en France, et que toi, ton audience, elle est française, est-ce que Ouais. vous allez prendre la décision de l'utiliser pour en faire un Non, contenu? bah non. Justement, faut plutôt aller prendre chercher des trucs qui sont en France. Comme ça, au moins, Ok. donc, tu vois, c'est même organisé par pays où tu choisis en gros France et ça va te permettre de voir en gros, tu vois France et là, tu vas voir les tops. Donc là, typiquement, Ok. les tops en ce moment, c'est Small Town Boy. C'est d'ailleurs ma Ok. musique préférée. Et Ouais, elle est incroyable. ouais, je vais me faire le tatouage de. Mais du coup, ouais, en gros, bah, t'as ces apps-là, donc c'est pour choisir le son. Et et ensuite, ouais, bah il faut tester. En vrai, il faut publier, voir ce qui marche pas. En vrai, t'as pas de. Les gens, les gens, les gens essayent souvent de trouver, même dans l'entrepreneuriat, des Des secrets de sauce raccourcis. ou des raccourcis. Mais en vrai, le meilleur raccourci, c'est juste de bosser pour savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et, Ouais. euh, et, euh, et ouais, bah, du coup, faire un maximum de benchmark, utiliser quelques outils pour savoir bah, voilà, les trends actuels et qu'est-ce qui est bien d'utiliser. Bah, et d'utiliser les moteurs de recherche comme TikTok pour savoir ce qui traîne en ce moment dans ton domaine. Mhm. Euh, et après, bah, typiquement, aller voir les créateurs, la façon dont ils montent les vidéos. Il y Mhm. a il y a énormément aussi de créateurs qui sont des coachs TikTok. Donc tu peux aller taper sur TikTok coach TikTok, etc. Ils vont te donner plein de tips, tu vois. Typiquement, j'ai Ok. un pote qui s'appelle Antoine, la méthode d'Antoine. Il est français, c'est pas mal ce qu'il fait. Pour avoir des tips, tu vois. Par exemple, il avait un tips en disant, bah, par exemple, ce qui est important, c'est le nombre de loops que tu as dans une vidéo. Si tu la regardes plusieurs fois, plus tu la regardes, bah, plus elle va avoir un reach organique important. Il disait par exemple, bah, tu mets un texte qui met 14 secondes à lire. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait plein de vidéos. Tu avais des textes. Hyper Tu, short et tu mets juste bah ouais, 3 secondes. oui c'est ça. Donc du coup, bah sur 14 secondes, si tu mets un truc de 7 secondes, bah du coup ça va se reply deux fois, tu vois. Donc c'est Ouais. des hacks comme ça qui te permettent de parfois. En plus, c'est des vidéos qui sont faciles à faire. T'as juste à te prendre en vidéo ou même un background. C'est mieux de mettre un visage parce que du coup les gens vont plus rester. Et tu mets un texte dessus. Donc ça, c'est typiquement des channels à suivre aussi pour s'informer de ce qui marche en ce moment et de pouvoir encore une fois bah avoir accès à tous les A/B tests et toutes les recherches que ces gens-là ont eues dans leur Mhm. métier de créateur, bah t'as accès à ça t'as le résumé en 20 secondes d'un truc qui ça se trouve il a réfléchi pendant une semaine ou 2 semaines, tu vois. Donc c'est super de pouvoir avoir tu gagnes du temps de réflexion grâce aux autres. Et tout à l'heure, tu me disais que vous faisiez de la veille aussi en dehors de France pour voir un peu ce qui marchait. Est-ce qu'il y a Mhm. des pays sur lesquels vous êtes plus alerte que d'autres? Non, pas forcément. Après, généralement ça vient des États-Unis, mais après il n'y a pas forcément de pays qui trouvent les trends plus vite que les autres. C'est vraiment une question de ouais, je pense que c'est aussi une question de par rapport à ta marque, par rapport au style de ta marque, à ta DA, etc. Je pense Mhm. faut aussi ne pas hésiter à parfois, tu vois, je vois trop de marques qui veulent pas sortir de leur DA, qui sont trop picky, qui sont trop malins, on peut pas mettre ça comme son et tout. Mais parfois, si le son il marche, en vrai, ta vidéo elle fait 3 millions de vues, Ouais. c'est super pour ton business, ça te ramène du business. Bah, tu peux un peu écarter le cadre de ta DA et de ton branding
Même parfois, moi, il y a certaines vidéos avec les sons que j'aime pas trop. Mais si on mettait les sons que j'aimais moi, bah, ça marcherait pas, tu vois. Genre, si on met les Rolling Stones, ça va pas marcher. Et du coup, bah, en vrai, parfois, il faut aussi un peu s'oublier en termes de DA, parce que c'est ce qui marche. Et je vois trop de marques ou de gens dire ouais, mais ça tout le monde le fait, etc. Oui, mais si tout le monde le fait, c'est que ça marche, c'est qu'il y a une raison. Donc du coup, faut pas toujours vouloir être la personne qui lance le trend, parce que c'est très très compliqué de faire ça. Et et du coup, parfois, bah, c'est con, mais on dit toujours que l'artiste s'inspire et le génie copie, quoi. Et ça, c'est un peu vrai sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et c'est quoi la publication la plus performante que vous ayez eue? Et elle a atteint quoi comme score? Je crois que c'est sur Grupo Mimo. Je crois 4 millions de vues, je crois. Attends. C'était quoi? C'était un réel? Format vidéo? C'était 4 millions 7. 4,7 millions de vues. Et on a fait 345 000 likes, 2358 commentaires, et surtout on a fait 25 400 enregistrements. Donc quand les gens enregistrent, surtout pour un resto, c'est vraiment qu'ils veulent y aller par la suite. Donc ouais, celle-là, c'est la plus performante. Et tu vois, celle-là sur du coup Groupon. Donc ça, c'était sur Insta, c'était sur TikTok. Et du coup, sur Insta, la plus performante, c'est aussi celle-là. Ok, donc il y a bien un pattern. Et est-ce que tu as réussi à identifier, enfin, est-ce que vous avez réussi à identifier la raison pour laquelle elle a aussi bien marché? Bah, c'est notre plat signature, donc les pâtes à la truffe dans la meule. 2, elle a une bonne dynamique, mais honnêtement, non. Après, t'as une part de pas de hasard, de chance, mais quand même un petit peu, quoi. Parfois, il y a des vidéos, tu comprends. Tu peux pas dire, je sais enfin, c'est juste que, en fait, c'est un peu un POV, tu vois, la vidéo, donc t'as l'impression d'être servi, donc c'est très immersif. Donc ça donne très envie, dans la meule, t'as la truffe, tu mets l'huile dessus et tout, donc c'est très immersif, ça donne très faim. Mais on a d'autres vidéos qui donnent faim aussi et qui performent pas autant. Mais après, clairement, tu vois pourquoi ça a fonctionné, mais tu vois pas pourquoi ça a autant fonctionné, tu vois. Tu te dis oui, je savais que celle-là, elle allait à peu près fonctionner, mais pas à ce niveau-là, quoi. Vous avez déjà fait des gros pivots dans votre communication en termes de positionnement ou de stratégie, de direction artistique ou ce genre de choses? Non. Moi, je suis pas du tout un amoureux du branding au millimètre. Pour respect. En fait, en fait, pour plaire à tout le monde, bah, faut ressembler un peu à personne, je trouve. Parce qu'en fait, si t'es trop, tu vois, moi, typiquement, je suis pas du tout client de mes propres restaurants. Moi, j'aime bien les petits trucs en mode bistronomie, le fooding, le machin, tu vois. Et du coup, en fait, je trouve qu'avec une marque, c'est important de toucher plein d'univers différents, tu vois. J'ai autant kiffé faire un resto en mode Wes Anderson, trop beau, trop géométrique, enfin, plein de choses que j'aime moi avec de la musique en mode old school, que un truc beaucoup plus street, beaucoup plus berlinois avec du béton ciré. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir justement toucher plein de gens différents et d'être populaire. Et de autant, tu vois, par exemple, je vais faire une collab avec une artiste de New York et puis après, je vais sponsoriser un skater, tu vois. Et puis après, je vais faire... Enfin, on fait vraiment plein de trucs différents et avec des DA différentes et on va prendre autant un artiste street que avoir un mec qui est en mode Jean Cocteau. Donc on essaye vraiment d'avoir cette espèce d'univers ultra éclectique et ultra mélangé pour que bah les gens ça soit une espèce de vibe globale, mais que les gens ça s'adresse pas juste à quelqu'un, tu vois. Là, c'est plus, on est cool, on s'amuse, et je vais passer autant, tu vois, un Small Town Boy que de la techno ou, enfin, j'essaie vraiment de faire des trucs qui peuvent plaire à tout le monde sans s'inscrire dans un univers trop précis, en mode bobo et on est trop cool, tu vois. Enfin, je comprends pas. Et j'ai plein de clients qui veulent, tu vois, justement être trop dans ce délire de on est hype, on est trop cool et tout.
en fait, vous êtes tellement cool que en fait, vous remplissez une fois sur deux votre restaurant parce qu'en fait, les gens cool dans tout ce que vous décrivez comme être cool, il y en a pas tant que ça. Et puis ils sortent pas tous les jours. Donc, je trouve ça plus intéressant moi de m'adresser à tout le monde et de toucher plein d'univers différents que d'avoir vraiment qu'une cible. Et comment t'arrives à adapter ta communication justement si tu veux toucher différentes personnes? Enfin, quand je dis personne, plutôt persona, pardon. Après, c'est de faire du populaire, tu vois, c'est de mettre des musiques différentes, c'est de toucher des univers différents, et de jamais faire la même chose. Euh, ouais, c'est vraiment de pouvoir créer plein de contenus différents. Tu vois, on va autant faire une recette qu'après on va faire une chasse au trésor dans Paris. Enfin, on va essayer vraiment d'avoir des contenus complètement différent. Après, tu vois, on va prendre Kemar, on va prendre un humoriste pour faire une vidéo en mode gros beauf dans un restaurant. Après, on va faire un mode, la story d'après, ça va être un mode esthétique Dolce Vita à Positano. Alors qu'avant, t'avais Kemar qui faisait le gros beauf dans le restaurant. Enfin, tu vois, ça a rien à voir, tu vois. Mais justement, j'aime bien que plein d'univers différents se réunissent parce que c'est comme ça que je vois l'enseigne, c'est que l'enseigne, elle réunit plein de gens différents et je vois autant des gens en costume pour un déj d'affaires que des jeunes de start-up, que des familles, que des petits couples de vieux. Enfin, tu vois, et je trouve ça cool justement un d'avoir un lieu qui réunisse et une marque qui réunisse toutes les générations. Tu vois, le premier restaurant, j'avais une dame de 65, 70 ans que j'avais vu sur Facebook à l'époque et qui venait chercher son plat de truffe de Saint-Germain à Boulogne tout le temps. Et derrière, t'avais un jeune de 25 ans qui était venu de 100 kilomètres de loin, tu vois. Et je trouve ça cool parce que c'est vraiment intergénérationnel. Et t'as même des gamins qui viennent parce qu'ils nous ont vu sur TikTok et qui demandent à leurs parents. On a les messages. Ça fait 2 semaines que mon fils il me casse les oreilles avec votre restaurant. Est-ce que vous avez une table, tu vois? Ouais. Et du coup, je trouve ça cool vraiment de toucher plein de gens. Et si on s'était mis dans une DA en mode vraiment DA précise machin, je pense que on aurait touché un peu moins de gens. Ouais. Et comment est-ce que vous faites pour avoir un engagement aussi important? C'est quoi le secret de l'engagement sur les réseaux sociaux à ton avis? C'est qu'on a toujours été bon et que on a toujours eu on a toujours eu des posts qui ont performé. Donc Insta nous a toujours mis en priorité. Et d'ailleurs, c'est très rare. D'ailleurs, je crois que, on a un outil Favicon, on a des outils pour voir un peu les notes, tu vois, et on a 5 sur 5 avec Complimos, qui est ultra rare parce que tu fais un truc, un mini truc, un machin, c'est très dur d'avoir 5 sur 5, quoi. Mais je pense que c'est parce que on choisit de poster peu, mais de poster que des contenus. On sait que ça va marcher. Donc typiquement, là où on a B-test un peu sur TikTok, c'est TikTok, on attend que les posts vivent un peu de 3 semaines et les performants, on va les reposter sur Insta. Mais si ça n'a pas performé sur Insta, généralement, on va pas sur un TikTok, on va pas les mettre sur Insta. Donc parfois, ça fait que on passe une semaine et demie sans poster, mais c'est pas grave. En fait, TikTok, c'est un peu votre crash test. Oui, c'est ça. Et après, il faut savoir si tu mets sur Insta et après on met sur chose. Après, je pourrais prendre la décision de tout poster sur TikTok, tout poster sur Shorts, tout poster sur Insta. Mais on essaie quand même de garder un post score élevé. Donc je sais que si je poste plus, je pourrais au final, au global, toucher plus de personnes. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu as une décroissance certaine et une érosion de ton organique au fur et à mesure. Et après, si tu commences à devoir payer pour avoir du riche, parce que tout ce qu'on a là, c'est de l'organique, là, après, tu rentres dans la boucle tu commences à payer tes contenus pour avoir de la visibilité, du coup, en organique, ça marchera plus, quoi. Ok. Et aujourd'hui, vous avez combien de restaurants? Là, en gros, on en a 8 ouverts et on en a acheté 2 autres. Donc, on en aura 10 d'ici juillet. Et c'est quoi ton objectif? Vision long terme? Vision long terme, c'est de revendre la boîte pour millions, groupe au Mimo. En termes de nombre de restaurants, je pense qu'en succursale, donc nous, en étant propriétaire des restaurants, on va en ouvrir une 30aine, surtout en Île-de-France, et après, on va partir en franchise. Donc, en gros, c'est de revendre la boîte dans 3 ans et de rester quand même un pied dedans et de faire une enseigne mondiale parce que
en vrai, à partir du moment où ton produit est bon, les gens y kiffent et que t'es bon en digital, bah, il y a que le C'est tout frein, c'est gagné. l'opérationnel. Donc, si t'es bon en opérationnel, après, tu peux suivre. Donc, t'as plein de possibilités. Et c'est cool le B2C parce que c'est vrai que c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans le B2C, c'est que t'as une, moi, je suis un peu un gamin là-dessus, tu vois, je fais un beau coloriage, j'aime bien qu'on me dise que mon coloriage, il est beau. Euh, donc, euh, Comme tout le donc, monde en réalité, hein. bah oui, c'est ça. Et du coup, en B2B, t'as moins tu remplis un restaurant, le mec il va pas t'appeler en disant ah merci mec, tu m'as rempli mon restaurant, parce qu'il a peur que Hmm. derrière il va payer plus. Euh, donc t'as moins ce reward, je trouve, que dans le B2C où bah t'as les gens qui vont dire ah j'aime trop Grupo Mimo, ah j'aime trop les pizzas, j'aime trop ça, trop ça. Et du coup c'est cool d'avoir un minimum de reward quand tu vois. Alors t'as quand même des clients nous qui nous disent chez Emblème ou Barracuda ah merci c'est trop bien et tout. Mais c'est vrai que c'est plus rare que quand quelqu'un mange un bon resto et te dit ah merci c'était trop bon. C'est vrai. Donc c'est aussi pour ça que j'avais lancé le B2C. Vous avez mis en place une stratégie pour récolter genre des avis clients justement? Ouais, bah oui, oui, après nous on a bah tu sais une fois que les gens sont venus, on envoie des mails, etc. On fait pas mal de jeux concours en mode on fait tourner la roulette, etc. Et en disant bah tiens tu veux récupérer ton tiramisu offert, laisse-nous un avis. Ce genre de choses pour teaser un peu bah l'obtention d'avis quoi. Ça marche bien? Ouais, grave. En vrai, ça marche très bien. Ok. Et est-ce que t'as un est-ce que t'as un rêve? Tu vois, je sais pas, ouvrir un restaurant qui t'offre une expérience complètement what the fuck, qui soit Mhm. marquante. C'est un truc qui t'intéresserait? Est-ce que t'as ouais une envie de ce genre? Non, mais j'aimerais vraiment avoir un resto à New York et à Londres. Ok. Pourquoi? Bon, je sais pas, ça me fait rêver. Ah, J'adore New t'es York, j'adore implanté dans Londres. 3 villes. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, New York et Londres, c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que parfois tu te dis, tu te rends pas compte. Parce qu'en fait, tu montes des trucs et c'est vrai que parfois, tu te rends plus trop compte de ce que t'as. Et Mm. parfois, j'ai des petites prises de conscience où, tu vois, quand je vais dans un restaurant, même celui du Paris 2, tu vois, je regarde autour de moi, je dis, putain, c'est ouf quand même d'avoir monté ça. Mais c'est rare parce que quand t'as la tête dans le guidon, bah, tu te dis que, bon, en fait, ça devient normal alors qu'au final, c'est par rapport à ta situation tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit, mais jamais, je vais réussir à faire ça. Mm. Et c'est vrai que, bah, t'as des rêves et au fur et à mesure que tu les réalises, euh, ça devient normal. Donc, j'essaie quand même d'être heureux avec ce que j'ai là maintenant et pas même si dans ma tête d'entrepreneur je veux toujours plus de toujours quand même Mm. parfois me remettre les pieds sur terre et me dire waouh c'est quand même cool ce qu'on a fait tu vois même si on peut toujours faire plus de choses mais parfois faut aussi prendre du recul en se disant que bah, par rapport à ce que tu pensais être dans 10 ans bah t'as quand même réussi à dépasser certains Peut-être objectifs. plus. Ouais. Mm. Tout à l'heure, tu disais un truc qui était hyper intéressant, qui est que toi aujourd'hui, tu conseilles dans la communication de quand même mettre des visages, tu vois, de prendre la parole. Euh, Toi, à quel point est-ce que tu prends la parole sur tes projets? Bah, en B2B, je le fais, tu vois, sur LinkedIn, je vais faire des posts et je me force, hein, parce que moi, je suis pas du tout comme ça de faire des podcasts normalement, et je m'y suis mis très tardivement, de faire des. En fait, je me suis mis parce que avant, je postais pas du tout sur LinkedIn et je crois que c'était il y a quoi, il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai fait un post qui a fait genre 1 million de vues, alors que j'avais jamais posté sur LinkedIn, juste en Incroyable. racontant C'était mon quoi ce histoire, quoi. post? C'était un des premiers posts que j'avais fait sur LinkedIn qui en gros racontait mon histoire. Ok. C'était un post qui est remonté et j'en avais refait un autre comme ça, pareil, qui a fait 1 million. Mais ouais, en gros, attends, je vais te le retrouver. C'était quand que j'avais fait ce post-là? Mais je pense que je l'ai en tête. Je vois à peu près bah, celui où tu racontes que tu viens d'un milieu modeste, etc. Ouais, c'était il y a presque 4 ans. Toc toc toc. Ouais, c'est ça. Ça c'était bah il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai dit il y a presque 4 ans. Donc ça fait bientôt 8 ans. Mais en gros, je disais, il y a presque 40 ans, je démarrais avec 1 million en poche, et en gros, t'as l'équipe avec moi, et ouais, ça avait fait plus de 10 000 likes, etc. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que LinkedIn, au final, c'est un bon moyen de communiquer,
Et le personal branding, c'est un bon moyen aussi d'attirer du business et de pouvoir faire rayonner tes services et tes boîtes. Parce que ça m'avait ramené aussi beaucoup de leads, cette publication. Et du coup, bah, je me suis dit, voilà, ça fait partie de mon job aussi de prendre la parole et de pouvoir raconter ce que je fais, pouvoir aussi que le side effect cool, ce que je trouve, j'aime pas, contrairement à ce que peuvent penser les gens du coup parce que ils me voient sur LinkedIn en train de parler de moi et de ce que je fais, mais parce que c'est ça qui fonctionne. Mais mais de base, je suis pas du tout quelqu'un qui aime parler de lui tout le temps et qui aime dire bah j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais malheureusement aujourd'hui, faire du personal branding c'est devenu indispensable parce que quand t'as des sociétés, c'est important de prendre la parole. Je pense que quand tu réussis aussi, c'est aussi important de pouvoir transmettre des tips, de pouvoir aider certaines personnes qui se lancent ou de pouvoir donner confiance à des gens de se lancer. Et ça, c'est le meilleur side effect que j'ai, c'est de recevoir des messages qui me disent, alors, je parle de ça, mais c'est à mon tout petit niveau, tu vois. Mais des gens qui me disent, ah, merci, je me suis lancé parce que j'ai écouté ton podcast ou j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et tu dis que c'est marrant que toi, petit Normand qui vient d'une forêt, t'as un jour réussi à, même si c'est une personne, à motiver quelqu'un de faire ce qu'il avait vraiment envie de faire, tu vois. Donc non, c'est en vrai, c'est les réseaux sociaux, c'est cool pour ça et c'est vrai que bah c'est important de se montrer un minimum. Alors je sais qu'il y a des gens, on en a parlé la dernière fois avec Valorant, il y a des gens qui aiment pas forcément se mettre en avant, mais dans une boîte, c'est important d'avoir au moins une personne qui représente un peu la société, la structure. Donc tu peux prendre aussi des gens qui sont pas forcément qui sont plus à l'aise à la caméra que les founders, tu vois. Comme moi par exemple sur Groupe Mimo, je me mets jamais en avant sur le côté B2C, les réseaux sociaux et tout. Parce que bah c'est Pietro le chef, c'est Pietro qui incarne le mieux la marque et et voilà. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il faut se montrer, que ce soit en B2C ou en B2B, parce que même par rapport aux algos, et les gens vont s'attacher beaucoup plus à une personne et à un visage, quoi. Bien sûr. Et est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact justement de cette prise de parole en public? Oui, parce qu'il y a énormément de gens qui nous contactent en disant t'as entendu sur ce podcast-là, on demande souvent comment vous nous avez connus, et c'est souvent un podcast, LinkedIn, conférence. Ah ouais, ok, non. Ouais. Les podcasts, ça ramène énormément de gens. La première fois que je me dis, parce qu'en fait, le premier podcast, je l'ai fait parce qu'on m'a demandé et que je les adore, et que j'avais passé pas mal de temps quand j'étais avec Ous pendant le confinement, c'était Lucky Day, et j'ai du coup le premier podcast que j'ai fait, c'était avec eux, et en fait j'ai vu plein de gens ont commencé à me contacter et tout, je dis putain, en fait les podcasts c'est ultra puissant en termes de visibilité et d'apport d'audience, etc. Et d'audience. Et c'est là où je me suis dit putain, il y a peut-être un truc à faire parce que même maintenant on m'appelle. Et ce qui est cool, c'est que les podcasts ça reste longtemps, donc en fait j'ai encore des gens qui vont me parler de Scalesia ou de French Doers ou de toi bientôt. Parce que ça reste sur le long terme et c'est cool pour l'élite, c'est cool parce que tu partages ton expérience, c'est cool parce que ça motive des gens et je pense que c'est important pour les gens qui ont certaines réussites. La réussite ça peut être défini de plein de façons différentes, ouais, plein de critères, mais c'est important de le partager un minimum, tu vois, pour faire de la pédagogie et transmettre un peu aux générations suivantes et aux gens qui ont envie de se lancer mais qui ont des craintes. C'est quoi l'investissement qui a été le plus rentable pour toi? Le plus rentable investissement, c'est Groupe Mimo. Ouais. Parce que j'ai investi 20 000 € de base et après ton temps. Et après mon temps. Mais oui, j'ai investi beaucoup de temps. Je livrais même les pizzas au début, pour te dire. Arrête. Mais tu sais que c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que oui, c'est ça, parce que vous étiez lancés pendant le confinement, les seuls à lancer un resto alors que tout était fermé. Exactement. Mais ouais, c'est une question que je me posais. Est-ce que t'as mis un pied dans l'opérationnel pur et dur, tu vois, genre dans le restaurant? Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, et à un moment donné, au début, je faisais pas mal de livraisons, etc. Parce que on faisait de la livraison en direct, mais si tu vois, ça buguait souvent et tout, parce qu'il y avait trop de demandes pendant le confinement. Du coup, je le faisais souvent. Et dernièrement, je l'ai refait parce que tu vois,
en gros, moi, je m'occupe du marketing et mon associé s'occupe de l'opérationnel. Sauf que c'est quand même important que je comprenne comment l'opérationnel fonctionne. Parce qu'en fait, il y a plein de fois où tu disais, mais pourquoi on fait ça en opérationnel, ou tu sais que tu râles un peu sur mais pourquoi c'est fait comme ça, ou pourquoi on a ces résultats-là, etc., etc., tu vois. Et en fait, typiquement, le mec qui râle, sans vraiment savoir avoir le tenant et les aboutissants. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, mec, au lieu de râler, va faire des services et va voir comment ça se passe. Et comme ça, tu comprendras mieux. Et une fois que j'ai fait ça, bah, du coup, après, j'ai un peu fermé mon clapet, parce que, bah, j'avais beaucoup plus de connaissances sur ce qui se passait vraiment sur le terrain. Il y a toujours une différence entre la feuille et la réalité. Bien sûr. Et c'est là où, du coup, j'ai voulu mettre un peu les mains dans le cambouis pour savoir ce qui se passait en termes de personnel. Ok. Et aujourd'hui, t'as encore un pied dans l'opérationnel ou pas? Non, non, là aujourd'hui c'est vraiment marketing et après développement. Donc c'est lancement en franchise, c'est trouver de nouveaux restos, ce genre de choses. Donc là, tu me disais que vous êtes en train de développer les franchises. Oui. C'est ça? Ok. Oui, tout à fait. Donc l'idée c'est de pouvoir signer le premier là ce mois-ci et je pense que ça va se lancer début de l'année prochaine. Ok. Vous avez déjà des zones géographiques que vous ciblez? Bah en gros nous on va garder l'Île-de-France et après on va laisser le reste de la France aux franchisés. Donc après bah typiquement des Lyon, des Bordeaux et tout, c'est des villes magnifiques où les franchisés qui vont ouvrir là-bas et ben en vrai ils vont se gaver. Donc ouais, il y a les grandes villes de France, tu vois, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Toulouse, etc. Ok, bon bah, on te souhaite de te retrouver partout en France d'ici quelques années. J'ai eu beaucoup de demandes d'ailleurs pour le Maroc. Ah ouais? Ouais, il y a pas mal de demandes. Comme t'es là-bas là, il y a beaucoup de demandes pour Maroc. J'ai eu pas mal de demandes. J'ai eu des demandes pour Montréal, pour Bruxelles, pour les îles, les dom-toms. Ouais. Bah c'est marrant après de Ça se va dire se que faire au fur et à mesure. Bah oui, carrément. J'espère. Ça va être cool. Bah, on pourra refaire un podcast quand tu ouvriras un restaurant en dehors de France. Carrément. Ok. Est-ce qu'il y a un élément que tu aimerais partager? Est-ce que tu vois il y a des sujets qu'on n'a pas traités et que tu aimerais nous partager? Bah ouais, juste c'est que tu veuilles te lancer ton projet, que tu aies déjà lancé ton projet, que tu sois avancé. Je pense que le plus important, et on l'oublie souvent, ce vecteur-là dans l'entrepreneuriat, c'est d'être heureux. Et je pense que il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, il y a des gens qui sont faits pour être salariés, il y a des gens sont faits pour avoir des boîtes ou des agences de 3 personnes, et il y en a qui sont faits pour en avoir 3000 salariés. Et je pense que le plus important dans la vie, que ce soit en perso ou en pro, c'est au final d'être heureux, parce que tout ce qu'on fait, bah, c'est au final pour se lever le matin et avoir le sourire aux lèvres. Et du coup, je pense que c'est très important d'être aligné avec qui on est, et de pas forcément vouloir ressembler aux voisins, se mettre trop de pression par rapport à ce qu'on voit sur LinkedIn sur la réussite des gens et la réussite des autres. S'il y a bien un truc qui m'a aidé dans la vie, moi, c'est de pas regarder ce que font les autres et de se concentrer sur ce que moi me rendait heureux et ce que j'avais envie de faire. Euh, Comme on dit, n'essayez pas d'être l'autre, il est déjà pris. Mais en vrai, c'est ça parce que je pense qu'aujourd'hui, même je pense que ça commence déjà dans les écoles de commerce, parce qu'on est dans une société qui est une société un peu de comparaison et on est toujours en train de se dire est-ce qu'on est aussi bien que l'autre. Et les réseaux sociaux, malheureusement, c'est le mauvais côté de ça, c'est que ça n'aide pas. Mais voilà, je pense que si j'avais un truc à redire et un conseil, c'est toujours être aligné avec ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire, de pas forcément écouter ses amis et ses proches, parce que c'est pas non plus Les meilleurs conseils. c'est les meilleurs conseils, c'est des gens qui veulent c'est des gens généralement qui veulent vous protéger à fond et c'est pas forcément dans la sécurité qu'on trouve un épanouissement. Donc voilà, je pense que c'est important de s'écouter, de savoir ce qu'on veut et d'essayer de se lancer et de si ça fonctionne pas de faire autre chose mais de pas se la monter sur son sort et de se dire tout le monde réussit et pas moi. Dans toutes les boîtes, même les plus belles, on vous montrera que le côté positif. Même les plus belles boîtes du monde ont
ont des problèmes. Donc je pense que c'est important de comprendre que dans la vie il y a ce qu'on montre et ce qui est Ce réel qui se passe derrière. réellement. Ouais, et surtout de se focus sur vous, ce qui vous rend heureux. Et ça peut être très bien être salarié dans la même boîte pendant 20 ans, en fait. C'est la stabilité qui vous rend heureux et qu'à côté, vous avez plein de passions et vous avez plein de temps, du coup, pour utiliser ces passions-là. C'est pour ça qu'une fois, j'avais dit aux gens d'arrêter, c'est bien. Les gens s'expriment et ils disent ce qu'ils veulent, mais je pense que le télétravail, le remote, tout ça, c'est très bien, mais je suis pas pour les gens qui disent qui continuent marketer à fond ce mode de vie-là. À un moment donné, le remote, c'était un mode, c'est très bien le remote, hein. Il y a des gens à qui t'es appelé, t'es la première à qui t'es appelé. Exact. Mais il y a plein il y a plein de gens, justement, et moi, je les vois dans mes boîtes, pour qui, aller au travail, c'est aussi un exutoire et c'est aussi un moyen de pas rester chez eux. Et du coup, je pense que c'est bien que chacun comprenne ce qu'il a envie, aille vers quoi il a envie, mais ne veuille pas forcément le marquer en disant que ce mode de vie-là est mieux qu'un autre. Et d'ailleurs, ce que l'expérience récemment, en demandant en fait à la boîte, je me suis dit en fait, pourquoi aller dans le sens en disant ça vient d'en haut autant que ça vienne d'en bas les décisions, parce que ça les concerne plus eux que moi. Et du coup, on a demandé à tout le monde, en fait, vous voulez quoi? Vous voulez télétravail genre full remote? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Et du coup, on a pris l'avis de tout le monde, tu vois, en disant, voilà, on va faire un vote, on va savoir qui. Et en fait, tout le monde était aligné sur le fait qu'en fait, ils voulaient pas être en full remote, ils voulaient avoir que 2 jours par semaine en remote, tu vois. Et du coup, ils ont choisi exactement le système qu'ils voulaient, tu vois. Et c'est pour ça que je reviens au fait que c'est bien de se choisir son mode de vie, la façon dont on entreprend, dont on travaille, etc. Mais justement, de pas forcément vouloir l'imposer aux autres ou le vendre aux autres sur LinkedIn. Ouais, je trouve que c'est une bonne conclusion. J'ai une dernière question qui est une question que je pose à tous mes invités, qui est justement si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast pour échanger autour des communautés, des médias, etc. T'inviterais qui? Oussama, parce que ça fait longtemps qu'on doit faire un podcast ensemble et on devait le faire là le 10 mai. Donc aujourd'hui d'ailleurs, mais au final il a pas pu revenir en France, donc ouais, je pense à Oussama. Mais en fait on a un sujet parce que ma copine, on parlait d'un truc avec ma copine la dernière fois, elle m'a donné un sujet qui est un sujet ultra intéressant, je trouve, parce que c'est souvent on n'en parle jamais, alors c'est partie prenante intégrale de l'écosystème entrepreneurial. C'est les copines et les copains des entrepreneurs, ou les femmes ou les maris des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et comment vivre avec un entrepreneur et tout ce qui tourne autour de ça, tu vois, tout ce qui tourne autour de la relation quand t'es marié ou fiancé ou que tu sors avec un entrepreneur ou une entrepreneuse. Oui. Quelle est la place de l'entreprise dans le couple et comment gérer tout ça? C'est un bon sujet. Ouais. C'est un très très bon sujet. Écoute, tu partageras le podcast quand vous en aurez quand vous l'aurez tourné, parce que ça va intéresser beaucoup de personnes. Hein. Bah oui, parce que ça touche énormément de personnes, tu vois, au final parce que nous on est souvent la tête dans le guidon, tu vois, et parfois on a du mal à faire la part des choses, où t'es tout le temps sur ton téléphone, t'es tout le temps au travail, etc. Et c'est justement cet équilibre à trouver au final, parce que t'es obligé aussi d'avoir un équilibre dans la vie perso, parce que si t'es malheureux en perso, ça va se ressentir dans le pro, et si t'amènes trop le pro dans le perso, ça va, tu vois, c'est vraiment, les deux sont liés, je pense. Et trouver l'équilibre là-dessus, je pense que c'est une équation qui est compliquée à résoudre. Mais justement, c'est intéressant d'en parler, d'avoir des ressentis et des expériences vécues. Ok. Écoute, Edouard, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour toutes les infos que tu nous as données. Je mettrai tes liens en description, Instagram, LinkedIn, absolument tout. Et puis, je te dis à très vite. Ça marche, merci Marion. Salut. Bye bye.